guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien de mon côté. Je viens de finir ma période de stage de 5 semaines en centre de dépistage et franchement, j'ai hâte de vous en parler parce que franchement, c'est un stage qui m'a vraiment apporté énormément de joie. Et voilà, je vais vous en parler. Donc, dans la première partie, je vais vous parler de ma première semaine, de mes appréhensions, tout ce que j'ai eu comme peur, etc. Parce que avant d'aller en stage, je vous avoue, on a peur, on a la trouille. Et franchement, si je pouvais faire caca dans ma culotte, j'allais le faire. Moi, je vous dis, parce qu'on n'a pas les bases, on n'a pas les cours. Et puis avec l'université, bref, ça c'est un autre sujet. Avec l'université, la tête est gonfle. Du coup, on est stressé, etc. Donc ça, je vais vous parler dans la première partie. Dans ma deuxième partie, je vais vous parler de la phase où j'ai fait un accident d'exposition au sang. Bref, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Cette vidéo va être super longue, donc prenez votre popcorn, jus, prenez tout ce que vous voulez. Commencez à manger dès maintenant parce que vous n'allez plus bouger de votre fauteuil, hein, moi je vous le dis. Bref, dans la troisième partie, je vais vous parler du coup du stage en général. Qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu améliorer dans ma préhension, dans ma dextérité. Hein. Bref, voilà. Et dans la dernière partie, je vais vous expliquer voilà, l'équipe, comment ils sont, etc. Déjà, comment j'ai pu avoir ce stage en dépistage? Donc, sachez que moi, je suis à l'IFSI Saint-Louis, à la PHP, donc Paris 10e. Donc, mon IFSI, en fait, ça dépend des IFSI. Moi, personnellement, mon IFSI, il nous attribue les stages. Ça dépend. Soit on décide par nous-mêmes d'aller chercher nos stages, c'est-à-dire on contacte notre référente de suivi pédagogique et on décide de chercher nous-mêmes nos stages. Ou au contraire, on fait confiance totalement à l'hôpital dans la recherche de nos stages en leur donnant quelques idées. C'est-à-dire, par exemple, ils nous donnent une petite feuille où on met quelques idées de stage, quel parcours professionnel on veut faire, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on aime. Et selon ça, ils s'appuient sur ça pour nous donner les stages. J'ai décidé de laisser l'établissement chercher mon stage. Pourquoi? Parce que je me suis dit, là actuellement j'ai beaucoup de cours à réviser, parce que c'était en période de partiel. Je me suis dit, bon, là j'ai beaucoup de cours à réviser, j'ai des choses à faire. Franchement, c'est pas ma priorité. Moi, ma priorité, c'est valider mes partiels, passer en deuxième année. Et du coup, je laisse cette partie stage à l'établissement. Comme ça, il me trouve un stage, peu importe, moi je vais le faire. J'avais proposé parmi mes 6 stages que je rêverais de faire, le centre de dépistage. Donc, il s'avère que j'ai été choisie pour aller en centre de dépistage. Du coup, j'étais contente et tout. Voilà, moi j'étais super contente. Voilà, ça c'est ma première réaction. J'étais contente. J'ai essayé de faire des recherches du coup. J'avais peur, je vous avoue, j'avais peur. Pourquoi j'avais peur? C'était plutôt pour l'équipe. Sur quelle équipe j'ai tombé, sur quelle infirmière j'ai tombé. Oh my god. En plus, surtout ce temps-là, quand j'étais sur mon téléphone, je zappais TikTok et tout. C'est là, tu vois sur TikTok, non mais moi en tant qu'infirmière, j'ai été maltraitée pendant mes... Tu vois tous les story time dégueulasses des infirmières qui sont maltraitées. Tu te dis, oh purée, je vais en stage dans 2 semaines. Est-ce qu'ils vont me tuer ou non? Les semaines passent et je fais du coup mon premier jour dans le lieu de stage qui s'appelle un centre de dépistage gratuit et anonyme. En fait, c'est un centre de dépistage qui font des dépistages des infections sexuellement transmissibles. Et voilà, on fait de la prévention. C'est surtout axé sur la prévention des maladies sexuelles et du dépistage des maladies sexuelles ainsi que le suivi des patients du coup atteints de ces maladies. Et aussi plein de suivis. On a énormément de suivis que je vais vous parler par la suite. Ça, c'est super intéressant pour ceux qui vont actuellement en centre de dépistage. Franchement, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, mon premier jour, je viens tout coquette. En plus, moi, j'aime trop préparer mes tenues à l'avance, mes chaussures. On dirait que je vais dans un défilé de mode. Pourtant, je vais en stage, hein. J'ai préparé ma perruque, j'ai peigné ma perruque, j'étais bien. Parce qu'en fait, moi, je vais vous dire... Hein, les gens ils disent non mais l'apparence ça compte pas, faut te lever, faut être là. Et c'est bon. Dans ce domaine-là, l'apparence ça compte. Si tu viens dégueulasse, franchement les gens ils vont déjà première impression, ils vont te juger.
ils vont grave te juger parce que déjà, la plupart du temps, ils ne veulent pas de stagiaire. Et en plus, si t'es dégueulasse, tu pues la merde, je t'avoue, ils vont te juger de fou, ils vont te critiquer matin, midi, soir. Donc franchement, faut faire attention à son apparence. Ça, c'est sûr. Faut que ta tenue, elle soit clean. Faut que tes chaussures, elles soient clean. C'est-à-dire, faut être propre sur soi. Parce que tu es dans un milieu médical, tu es dans un milieu où l'hygiène est super important. Et tu viens en mode dégueulasse. Je suis désolée, mais souvent, les gens disent non, mais faut pas faire les hypocrites, ça compte. Donc franchement, mettez tous les chances de votre côté. Moi, franchement, je me mettais en bombe. Je sentais super bon. Je mettais mon meilleur parfum. Quand je passais dans le couloir, quand je passais dans le couloir, tu sais que je suis passée. Non, mais c'est super important hein, parce que on m'a fait la remarque. Oh là là, t'es super bien. T'es propre. On voit tes tenues sont propres. Parce que ça compte. Pour les compétences, il y a une compétence où ton hygiène et ta tenue, ta manière de t'apprêter en tant que professionnel, ça compte énormément et ça te fait valider une compétence. Donc, pour te dire à quel point ça compte. Donc, misez tout là-dessus aussi. Donc, achetez-vous des tenues qui sont propres, achetez-vous des chaussures qui sont propres, qui sont affiliées à l'établissement. C'est-à-dire, c'est pas des chaussures que vous allez mettre dehors. Hein. C'est des chaussures vraiment vous allez mettre que si vous partez en stage. Donc, il y a ça. Et puis, voilà. T'arrives, tu viens, tu te présentes, bonjour, je m'appelle un. Franchement, le secret de ce milieu, c'est être courtois. Faut vraiment être courtois, faut avoir la facilité, tu sais, faut partir vers les gens facilement. Parce que si tu veux te faire genre un mot de la meuf trop, franchement, ça va pas marcher. Parce que en fait, c'est toi qui as besoin, c'est pas eux. Eux, ils ont déjà leur diplôme, ils en ont rien à foutre de toi. Hein. Si toi, tu veux pas t'insérer dans l'équipe, c'est ton problème. Donc franchement, moi, direct, je suis venue, direct, je me suis présentée, j'ai essayé de les côtoyer, voir comment ils s'appellent, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, c'est quoi leur parcours professionnel, ça c'est super important. Essayez de voir qui vous entoure en fait, parce que c'est des gens, souvent, ils ont fait des 40 ans d'expérience, ils connaissent énormément de choses, et franchement, si vous vous intéressez pas, ils vont rien vous apprendre. Hein. C'est-à-dire, s'ils voient que, genre, tu viens, tu leur poses beaucoup de questions sur leur parcours professionnel, qu'est-ce que tu as fait dans la vie. Il y en a même, ils sont allés en réanimation, ils ont fait des parcours incroyables et ils ont beaucoup de connaissances. Et selon ça, moi, j'adaptais mes questions, c'est-à-dire pendant mon stage, j'adaptais les questions que je pouvais les poser, tu vois. Non, mais c'est vraiment de la stratégie. Hein. Après, si vous n'êtes pas très sociable, ça va être difficile. C'est un travail d'équipe, t'es tout le temps avec les gens, t'es tout le temps, il y a des nouvelles têtes devant toi. Donc franchement, si vous supportez pas les gens, n'allez pas faire des études d'infirmière, moi je le dis. Hein. Donc voilà. Donc je rentre, tu te présentes, machin. Première semaine, t'es en observation. Normalement, t'es en observation. Donc les 3 premiers jours, j'étais en observation. Je regardais ce que l'infirmière faisait, ses consultations. Je regardais aussi surtout au secrétariat. Parce que le premier jour, en fait, tu es dans l'accueil des patients. C'est-à-dire, ils te mettent dans tout ce qui est administratif pour que tu comprennes le fonctionnement. Parce que si tu commences directement dans les soins, bah, tu vas être trop technique, c'est-à-dire tu vas penser qu'à ton soin, tu vas même pas savoir d'où ça vient, c'est quoi le circuit du patient. Parce que le patient, lui, il passe à l'accueil, il fait son enregistrement, il y a plein d'étapes que tu dois savoir, pourquoi il y a telle feuille dans son dossier, telle feuille, elle sert à quoi. Parce que c'est pas qu'un métier technique, c'est aussi de l'administratif, mais beaucoup d'administratif. Moi, je vous dis, hein. En fait, ça dépend des services, mais je vous jure, il y a tout le temps de l'administratif. Paperasse, prise de sang, traçabilité, tu as beaucoup d'administratif. Après, il y a des établissements où, justement, il y a tout ce qui est numérique. Du coup, c'est facile. Sauf que là, je me suis retrouvée, du coup, à l'ancien temps. C'est-à-dire, j'arrive dans une structure, c'est tout papier. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'adapter parce que moi, je ne connaissais pas ça encore parce qu'on me mettait en salle. Et en salle, c'était tout numérisé, c'est-à-dire les transmissions numériques, tout était numérique. C'est-à-dire que tu avais tous les logiciels où tu tapais tes soins. Et là, tu viens, tout est papier. C'est-à-dire tous tes soins, tu fais sur papier. Les dossiers du patient, c'est sur papier. Tout, même les prescriptions médicales, c'est sur papier. Et vraiment, ça m'a beaucoup appris parce que tu te dis, en fait, on ne se rend pas compte, mais il faut faire ce genre de service parce qu'à tout moment, ça peut basculer. C'est-à-dire à tout moment, le logiciel numérique, il peut avoir un problème. Donc, il faut savoir le faire sur papier aussi. Donc, ma première semaine, j'étais avec les secrétaires, etc. Tout s'est bien passé. On a sociabilisé. Ensuite, ma deuxième semaine, là, j'ai commencé à faire des soins. Parce qu'au bout d'un moment, il faut se réveiller. En fait, on n'est pas là pour jouer à la marelle.
on est là pour travailler. Du coup, deuxième semaine, j'ai commencé à faire les prises de sang. Et je vous avoue, moi, franchement, les prises de sang, j'appréhendais pas parce que c'était quelque chose que je savais faire. Sauf que, bah oui, il y a toujours un problème, sinon c'est pas drôle. Non mais franchement, ça allait être trop facile. Hein. Franchement, ça allait être trop facile si c'était vraiment avec les... Sauf que là, c'était des aiguilles manuelles. Non mais dites-moi, en 2023, des aiguilles manuelles? Franchement. Parce que nous, à l'IFSI, on nous apprend les prises de sang avec les aiguilles automatiques. C'est-à-dire, tu fais ta prise de sang et au moment du retrait, tu clipses et c'est fini. Tu vois? On sait pas, on nous apprend pas. Et puis les aiguilles manuelles, ça fait quand même depuis 1900, je sais pas combien. Hein. Au bout d'un moment, je me suis demandé qu'est-ce que ça fout là, vous voyez. Mais bon, même les infirmières, elles comprennent pas et sont énervées aussi parce qu'elles ont pas trop l'habitude, mais elles sont obligées de s'adapter. Donc, étant future infirmière, je me suis adaptée à la situation et du coup, j'ai essayé d'apprendre comment fonctionnent ces aiguilles manuelles. Au fur et à mesure du temps, j'apprends, voilà. Donc, premièrement, on fait l'accueil du patient. Donc, je vais vous expliquer le circuit pour ceux qui vont aller prochainement en stade de dépistage, pour ne pas que vous craigniez, pour ne pas que vous ayez peur, etc. Donc, le circuit, c'est quoi? Donc, le patient, il vient. Il y a les aides-soignants parce qu'il n'y a pas de secrétaire. Voilà. Il y a une secrétaire, mais c'est tout ce qui est rendez-vous médical, etc. Sinon, à l'accueil, c'est des aides-soignantes. Et les aides-soignants, ils font tout ce qui est enregistrement du dossier, donc classer si le patient il vient pour un dépistage ou une consultation, ou des résultats, parce que tu as dépistage, consultation, résultat. Donc ils classent, alors le patient il se présente, soit il est anonyme, il met son dossier anonyme, etc. Une fois qu'ils ont fini, ils mettent tous les papiers, parce qu'en fait, dans le dossier du patient, c'est un papier. Donc ils mettent par exemple la fiche de traçabilité, ils mettent un questionnaire du patient où le patient va répondre son nom, son prénom, son âge, ses activités sexuelles, voilà, pour un peu orienter l'infirmière. Ensuite, ils mettent une fiche pour le médecin où il va faire ses prescriptions, une fiche pour l'infirmière où elle va faire ses transmissions, qu'est-ce qu'elle a pu faire. Et souvent, ils ont une fiche de circulation, je crois, j'avais dit, pour la sécu, etc., s'ils ont une mutuelle, machin. Et voilà, ça c'est le dossier du patient. Donc voilà, le dossier du patient arrive du coup dans les mains du médecin d'abord. Du médecin. Tout d'abord, ils viennent dans les mains du médecin. Donc le médecin prend en premier le dossier, il fait une consultation avec le patient et il en déduit si le patient doit faire un bilan ou non. Donc il met IST, je sais pas, bilan VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis, chlamydia, gonocoque, urine, anus, illicite, bref, vous connaissez la chanson. Une fois qu'il finit ça, bah en fait, il va donner le dossier du coup à l'infirmière dans son petit bac. Et l'infirmière du coup récupère le dossier, elle regarde la prescription, elle lit la prescription et elle applique la prescription. Donc, par exemple, si c'est une prise de sang, ben, elle va commencer à préparer son matériel de prélèvement. Donc, vous connaissez, hein, aiguille, corde de pompe, compresse, cacaca, dans son plateau. Souvent, ils prescrivent aussi des traitements, c'est-à-dire au Cégide. Donc, pour ceux aussi qui sont intéressés pour les dépistages, au Cégide, en fait, si vous êtes soupçonné ou il y a une suspicion d'infection, il vous donne directement les traitements sur place la plupart du temps. Donc par exemple que ce soit les traitements pour la gonocoque, les traitements pour la chlamydia, la syphilis, donc vous avez les ceftriaxone, les doxycycline, l'extensiline, le zithromycine, donc il y a plein de traitements comme ça qu'ils peuvent vous donner sur place, vous voyez. Et pareil pour les vaccins, vous avez le vaccin d'hépatite B et le vaccin d'hépatite A qui peuvent vous faire sur place. Donc ça, souvent aussi, le médecin, il prescrit ça. Genre, il prescrit des vaccins et des traitements. Donc, par exemple, le patient, il vient, on fait sa prise de sang, on lui explique « Bonjour, monsieur, how are you today ?» Mais par contre, les patients anglais, moi, j'arrivais pas trop parce que déjà, je sais pas parler anglais. En fait, ça va 2 secondes. Parce que vous savez, un centre de dépistage, c'est vraiment tout type de personnes. Hein. Vous avez des SDF, vous avez des toxicos, vous avez de tout, des prostituées, vous avez des personnes non hétéros, vous avez des personnes transsexuelles, des personnes QR, des personnes qui sont transgenres. Vous avez vraiment de tout. Et c'est vraiment un public super varié. Et c'est ça que j'ai aimé lors de mon stage. C'est de me dire qu'en fait, j'ai jamais les mêmes personnes devant moi. Et c'est super bien, en fait. Au bout d'un moment,
Enfin, quand tu vois toujours les mêmes personnes, au bout d'un moment, ça te gave, tu vois. Et moi, ça m'a plu, ce côté-là de, tu sais, tu as toujours de nouvelles têtes, tu as toujours un nouveau cas. Ça, ton cerveau, il travaille beaucoup. Parce que à chaque fois, tu dois t'adapter à la situation. C'est jamais la même situation. Et du coup, ton cerveau, il doit encore 2 fois plus réfléchir. Mais c'est super cool. Du coup, voilà. Tu fais ta prise de sang correctement. L'infirmière est assiste, etc. Franchement, l'équipe incroyable. L'équipe incroyable. J'ai eu énormément de chance. Les infirmières, elles étaient super gentilles, super accueillantes, super... En fait, vous voyez le mot super, bah c'est elle. Elle devrait s'appeler super. Elles m'ont accueilli, elles m'ont tout appris, etc. Elles m'ont rassurée. Même la fois où j'ai fait mon AES, du coup que je vais vous parler par la suite. Là, j'entame tout ce qui est, tout ce qu'on fait dans la structure. Et après, je vais vous parler de mon accident. Même malgré mon accident, etc. Elles étaient toujours là pour moi. Elles étaient là à me dire si ça va. Est-ce que je suis stressée? Est-ce que j'ai un peu peur par rapport à ça? Est-ce que ça va? Franchement, elles étaient top. J'espère que vous allez aussi tomber sur ce genre d'infirmière parce que c'est rare à l'heure d'aujourd'hui, mais ça existe. Et voilà, c'est ce qu'on faisait toute la journée. On attendait le médecin. On avait aussi des bilans OKT. C'est quoi les bilans OKT? C'est les bilans des patients VIH. Donc, c'est des patients suivis par un docteur de la structure et qui viennent souvent pour des petits bilans pour voir leurs charges viraux, etc. Et voir si le traitement ça va, leur foie, leur rein, vérifier si tout va bien. Vous voyez. On avait aussi des bilans TPE. Donc TPE, traitement post-exposition. Si vous ne savez pas, je vais vous expliquer c'est quoi. En fait, c'est un traitement qui est pris 48 heures après un risque. Donc un risque, qu'est-ce que j'appelle par risque? C'est-à-dire, toi ou moi, imaginons, on a eu des rapports sexuels. Donc non protégés. Et voilà, moi je t'informe que je suis VIH. Disons, je suis VIH. Bah toi, tu devras, dans les 48 heures, prendre un traitement qui s'appelle traitement post-exposition, qui est constitué de 3 médicaments que tu vas prendre pendant un mois, pendant quelques mois. Voilà, un mois, ça dépend en fait de ton cas. Mais moi, je retiens un mois. C'est un mois la plupart du temps. Tu vas prendre pendant un mois pour éviter que le virus se développe. Voilà. Pour vous faire tout court, hein, c'est ça. Et en fait, franchement, je vous conseille de prendre ce traitement et de faire très attention. C'est-à-dire parce que souvent, la plupart des personnes font confiance à leur partenaire. Bon, là, c'est un peu le cadre sensibilisation, en fait. Oui, effectivement, je fais de la prévention aussi. Il faut profiter parce que c'est pas tout le temps qu'on a des personnes qui regardent nos vidéos. Donc voilà. En fait, ce traitement, il va vous permettre d'éviter d'avoir le VIH. Parce que c'est vraiment... Je vais pas dire con, parce que je vais pas rentrer dans le jugement, mais c'est pas super intelligent quand on sait qu'on a des traitements après un risque de ne rien faire. Vous voyez, il y a des traitements pour. Donc, allez, en plus, c'est pas payant. Vous avez tout en France pour ne pas payer les choses, vous êtes remboursé. Donc, franchement, allez prendre vos traitements si vous avez un risque. Et surtout, si c'est une personne qui vient d'Afrique, d'Asie, d'outre-mer, etc., c'est encore beaucoup de risques parce que c'est des zones géographiques où il y a plus ce genre de maladies, le VIH, etc. Et puis, si c'est des personnes aussi, des prostituées, si c'est des toxicomanes, si c'est des personnes qui consomment de la drogue, etc., qui se piquent, etc., ça c'est super dangereux. Encore 2 fois plus, allez prendre vos traitements post-exposition. Et franchement, ça va, ça fait pas de mal au corps. Au contraire, ça bloque vraiment l'évolution du VIH. Parce que le VIH, ce petit virus malin qui rentre dans notre corps comme ça, là, pour je sais pas quoi, bah lui, il est très malin. Parce que, en fait, quand il va rentrer dans ton corps, toi, tu as tes petits lymphocytes, là, qui sont là, tranquilles, hein, ils font leur vie, les CD4, là, tu vois, ils font leur vie, et lui, le petit virus, il va venir s'attacher à ton petit CD4 qui te défend. Et dis-toi, tu es dans un magasin, il n'y a pas de vigile dans ton magasin, il y aura un petit problème, vous voyez. Sauf que dans ton magasin, dans ton corps, tes vigiles à toi, c'est tes CD4, on est d'accord. Bah, amuse-toi à faire entrer quelque chose qui va agresser tes vigiles. Bah là, tu es dans la mouise. T'es dans la mouise. Donc franchement, faites gaffe. Faites gaffe, franchement. Ça, c'est... Protégez-vous, protégez-vous. Donc ces traitements, en fait, je vais vous le dire, pour ceux qui vont en stage, du coup, prochainement, vous avez 3 traitements. Et en fait, ces 3 traitements, ils s'assemblent ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 3, ils ont leur rôle.
Donc vous avez la Truvada qui est un inhibiteur de la transcriptase inverse. En fait, pour vous faire court, c'est quelque chose qui va empêcher que le VIH en fait se photocopie. Parce qu'en fait, pour pouvoir se photocopier, le VIH, en fait, par exemple, il va rentrer avec le nom pizza. Bah, en fait, ce pizza-là, non, on va mettre le pizza à l'envers. Voilà, il va rentrer de base, c'est un pizza à l'envers. Et quand il va rentrer, il va vouloir se mettre à l'endroit. Bah, en fait, il a besoin de l'inhibiteur de la transcriptase inverse qui va devoir inverser son matériel génétique. Je sais pas si tu comprends. Non, tu me comprends pas? Si, tu me comprends, arrête. Pouvoir se fixer facilement à ton ADN afin de pouvoir mieux contrôler tout ce qui se passe dans ton corps, tu vois. Tu vois ou pas? Du coup, ces médicaments-là, ils vont bloquer ça. C'est-à-dire, s'ils arrivent à bloquer ça, bah en fait, ils bloquent l'évolution du virus afin qu'il ne passe pas dans ton organisme, afin qu'il ne se multiplie pas. Ensuite, vous avez Présista. Présista qui est un inhibiteur de la protéase. En fait, l'inhibiteur de la protéase, c'est quelque chose qui va empêcher, du coup, les enzymes de la protéase, c'est quelque chose qui va assembler ton matériel génétique. Tu sais, quand il a fini de faire son petit parcours, il est passé par les enzymes de la transcriptase inversée, il a fini de bien se fixer sur ton ADN. Ben là, il veut se reconstruire, c'est-à-dire il veut construire des nouveaux virus. Pour ce faire, il a besoin des enzymes de la protéase qui va venir couper et assembler pour faire un nouveau virus. Sauf que là, le Présista, il va bloquer ça. Il va bloquer cette phase-là aussi du virus. En fait, ces 3 médicaments-là, ils vont bloquer. Ils vont tout bloquer. Les étapes du virus, ils vont le bloquer. Et en fait, il ne va jamais sortir dans ton organisme. Il ne va jamais se développer pendant 1 mois. Et au final, il va mourir. Vous voyez? Et du coup, bah, c'est fini, quoi. Tu ne seras pas à ta phase VIH. Tu ne seras même pas séropositif ou... Voilà. Donc, ce traitement, il permet vraiment d'éviter ça. Vraiment, donc prenez le traitement. C'est pas parce qu'on a envie de vous gifler, c'est pas parce qu'on a envie de... Voilà. Donc c'est un petit traitement comme ça qu'il donne. Et en fait, quand on prend ce traitement, on fait les bilans. C'est 3 bilans que tu dois faire. Vous vérifiez le foie, les reins, vous vérifiez le VIH, l'hépatite, tous les maladies. Voilà. On vérifie tout, on fait un check-up pour voir si le traitement il est bien pris. Nanana. Voilà. C'est tout. Là, on donne les traitements. Donc le premier traitement que je vous avais dit, le ceftriaxone, l'autre nom c'est la Rocephin. En fait, c'est son nom commercial et son nom international. Moi, j'ai du mal un peu encore avec les médicaments parce que ils ont 2 noms. Déjà, un, j'arrive pas à prendre. Et en plus, on va prendre 2, ça commence vraiment à me qu'est-ce que c'est? En fait, ils font partie de la famille des céphalosporines, si je me rappelle bien. Et en fait, c'est un antibiotique qui va traiter la plupart du temps. Il n'y a pas que ça qui va traiter. Mais la plupart du temps, dans ces structures, on l'utilise pour traiter la bactérie gonocoque. Gonocoque, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette bactérie? En fait, c'est une infection sexuellement transmissible qui se transmet par rapport sexuel non protégé, par fellation non protégée, parce que la fellation, la plupart du temps, on néglige. Parce qu'on se dit, vas-y, c'est rien, c'est la bouche, il n'y aura rien. On dit que rapport sexuel, donc c'est la bouche, ça y est, c'est pas le sexe, donc ça va. Sauf que non, en fait. Dans tous les cas, à partir du moment où il y a fellation, avec éjaculation, c'est fini. C'est considéré comme un rapport sexuel à risque. Et c'est considéré comme un rapport normal. Donc il y a aussi ça. Et en fait, les symptômes de ce truc que le médecin va évaluer dans la structure, du coup, ça sera plutôt les symptômes, par exemple la chaude pisse, c'est-à-dire tu pisses, c'est chaud, ça brûle un peu. Il y a aussi tout ce qui est écoulement de la verge ou du vagin. Vous avez des écoulements jeunes, vous avez la fièvre, vous vous sentez pas très bien, vous voyez, vous sentez qu'il y a un problème au niveau, voilà. Et en fait, c'est à partir de ces symptômes que le médecin va juger ou non si c'est nécessaire d'avoir un traitement, du coup, de la ceftriaxone, donc Rocephin, aux patients. Et la plupart du temps, quand ils ont ce genre de symptômes, le médecin il donne. Et en fait, c'est quoi la Rocephin? C'est une injection intramusculaire, du coup, qu'on va injecter dans... En fait, c'est sur les fesses. Voilà, je vais pas vous faire le schéma, c'est sur les fesses. Tu divises les fesses en 2. Oui, c'est pas très glamour, mais c'est sur les fesses. Tu divises les fesses en 2.
Donc, une paire de fesses. On va dire, on a une paire de fesses. Tu divises en deux. Et en fait, tu le divises encore en deux. Tu fais la moitié en deux et l'autre moitié en deux. Donc, ça te fait quoi? Ça te fait 4. Donc, les 4, tu regardes ta cave supérieure externe, c'est-à-dire ta case, tu as la première case, deuxième case, troisième case, quatrième case. Donc, ta première case, c'est la case supérieure externe et tu piques là. Pourquoi tu piques là? Parce qu'en fait, il y a un nerf qui passe. En fait, il y a un nerf qui passe à côté. Donc, pour vraiment ne pas piquer dans le nerf et faire mal au patient et le rendre un peu paralysé, bah, faut vraiment faire attention de bien piquer dans cette cave-là. Vous voyez ou pas? Voilà, donc on pique là et on injecte du coup le produit. Et normalement, bah, le patient, il se sent, il a les pieds un peu lourds. Voilà, tu lui expliques. Enfin, c'est ça, en fait, le rôle d'infirmière, c'est ça. Tu lui expliques qu'est-ce qui va se passer après, les effets négatifs. Enfin, tu lui dis, ah, bah, je vais vous faire une injection intramusculaire de Rocéfine. Pourquoi? Parce que le médecin a décidé de vous prescrire ça au vu de vos symptômes, machin, donc je vous laisse vous détendre, détendez les pieds, je sais pas, tu dis un truc comme ça. En fait, tu essaies d'être drôle. Moi, c'est ce que je faisais, j'essayais d'être drôle. Détendez les pieds, voilà, et puis tu piques, tu fais des petites séances de réflexologie, tu tapotes un peu, tu fais inspirer, expirer, non, c'est pas facile, hein. C'est difficile, c'est difficile. Non, mais sur le coup, si t'es pas très tchatcheuse, tu vois, moi je parle comme ça, je parle beaucoup. Donc moi ça va, c'est facile pour moi. Mais si t'es pas très tchatcheuse et vraiment t'as pas de mots, je vous avoue c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que le patient, il est pas trop en confiance. C'est-à-dire c'est ses fesses. Déjà il a pas trop envie de te montrer tes fesses, ses fesses déjà, c'est gênant. Et puis deuxièmement, il se dit on va me piquer dans les fesses, purée, mais ça va me faire mal parce qu'ils ont pas l'habitude d'être piqués dans les fesses. Et en plus t'as quelqu'un qui parle pas. C'est-à-dire, la personne te dit même pas « ça va, monsieur, respirez », rien. Mais en fait, il y a de quoi faire un malaise. Donc, c'est pourquoi on retrouve souvent dans ce genre de structure des malaises, des malaises vagaux, je ne sais pas comment dire ça, vagales. Bref, moi, le français, c'est compliqué. Donc, on retrouve beaucoup de malaises parce que les patients, souvent, ils viennent avec beaucoup de stress. Donc, pour ce faire, bah, en fait, on a beaucoup de situations d'urgence. Donc, j'ai pu valider ma compétence situation d'urgence parce que bah, j'en ai eu une. Donc, je vais vous expliquer un peu ma situation d'urgence. Qu'est-ce que j'ai eu pendant la situation d'urgence? J'étais avec un patient. Voilà, je faisais sa prise de sang tranquillou, pépéou. Je rentre et tout. Hein, je lui explique bonjour monsieur, aujourd'hui on va vérifier le VIH-Sida. On va faire un peu un check-up d'hépatite B, hépatite C, syphilis. On va prélever du coup sur les 3 sites. Donc, il y a 3 sites pour la gonocoque et le chlamydia. On fait dans la gorge, dans l'anus et dans les parties intimes, voilà. Ou dans les parties intimes, souvent chez les femmes, on fait le vagin, on fait l'urine. Donc le patient, il pisse dans un petit tube, on va pas vous faire un schéma. Donc voilà. Et je lui explique tout ça, je fais la prise de sang, tout se passe bien. Mais faites pas confiance aux patients, hein. Souvent tout se passe bien. Tout se passe bien, souvent la plupart du temps, tout se passe bien. Et à la fin, tu les trouves plus. Tout s'est bien passé, je dépose mon tube. Je fais, monsieur, ça va? Je vois le monsieur répond plus. Je fais, oh my god. Et je vous dis, comme par hasard, le patient il tombe dans les pommes. J'ai fait, monsieur, vous répondez, monsieur. Franchement, dans ce genre de situation, si vous êtes en dépistage, peu importe où vous êtes, si vous êtes dans ce genre de situation, franchement, ne cherchez pas midi à 14h et le patient il répond pas, il répond pas. Ça sert à rien de parler pendant 1 heure, il va pas vous répondre. Donc, ce que vous faites, vous prenez ces putains de gros pieds là, vous mettez sur une table, bam. Moi, c'est ce que je fais. Vous levez au maximum ses pieds, vous descendez le fauteuil. S'il est dans un fauteuil, vous essayez de le coucher quelque part, il faut qu'il soit couché, les pieds levés, déjà. Ensuite, vous cherchez un peu d'eau. Vous mouillez une petite serviette, vous mettez sur son front. Vous essayez maintenant, à partir du moment où vous avez fait ça, vous cherchez vous remplissez un peu d'eau, vous cherchez du sucre, vous mettez le sucre, vous mélangez, vous gardez. Une fois qu'il est debout, vous allez voir à quoi ça sert. Donc, une fois que vous finissez ça, maintenant vous pouvez parler au patient. Parce que le patient il est en PLS, son sang il monte même plus à sa tête. Vous êtes là, monsieur ça va? Non ça va pas, il est en train de mourir. Donc franchement, si vous avez une situation d'urgence, franchement faites ça. Moi c'est ce que j'ai fait et franchement ça a super bien marché. Parce que quand j'ai levé ses pieds, du coup le sang il est remonté, il a bien... tu vois, il a repris ses esprits, il est revenu à moi. Du coup j'ai commencé à parler avec lui, monsieur ça va, etc. Du coup l'eau que j'avais préparée au préalable, je lui ai donné, il a bu. Franchement, et l'infirmière elle a débarqué, etc. Elle a fait franchement t'as bien géré.
Oh là là, j'ai eu peur, etc. Elle a dit ma pauvre, etc. Mais franchement, moi j'ai bien géré. Et voilà, c'était ma situation d'urgence. Et franchement, si vous avez ce genre de situation d'urgence, réagissez pareil. Ne cherchez pas à midi à 14h, criez à l'aide. Mais moi, il n'y avait personne. Enfin, il n'y avait pas grand monde. Du coup, voilà. J'ai beau crier, il n'y aura pas eu quelqu'un. Donc le mieux, c'est d'agir. Voilà, vous faites ce que vous pouvez. Pas mal. Parce qu'on fait tout le temps les mêmes choses. Enfin, on peut pas faire d'autres choses parce qu'on est un peu en dépistage, vous voyez. Donc on dépiste. Vous voyez ou pas? C'est un peu la routine de dépistage, sauf qu'on n'a pas les mêmes patients, c'est pas les mêmes préventions. Souvent, tu tombes sur des patients. Moi, par exemple, je suis tombée sur une patiente, elle connaissait pas son appareil génital. Donc, il fallait lui expliquer, ça fonctionne comment, pourquoi la chlamydia, la chlamydia, ça peut rendre stérile, pourquoi, comment ça fonctionne, comment ça se fait que ça peut rendre stérile. Ah, madame, parce que vos trompes peuvent s'enflammer, machin, parce que, voilà, le virus, la petite bactérie, désolée, parce que la chlamydia, c'est une bactérie. Par contre, il faut faire grave la différence parce que moi, je me trompais plusieurs fois au début entre bactéries et virus. Donc, classez, faites un tableau, je sais pas, faites tout ce que vous voulez pour classer bien qu'est-ce qui est une bactérie, qu'est-ce qui est un virus. Nous, on avait quoi? Donc, on récapitule. Donc, moi, dans ma structure, j'ai retrouvé la gonorrhée. Donc, c'est la maladie. Hein. Gonorrhée, c'était une bactérie. Chlamydia, c'était une bactérie. VIH, c'est un virus. Hépatite B, hépatite C, hépatite, c'est des virus, des hépatites. Syphilis, c'est une syphilis, par contre c'est une bactérie, il faut faire attention, ça s'appelle Treponème pallidum, parce que syphilis, je sais pas à quel moment j'ai cru que c'était un virus. J'ai vraiment cru que c'était un virus, par contre je sais pas qu'est-ce qui m'a mis ça dans la tête. Pyomavirus qui est un virus. Après on avait quoi d'autre comme bactérie? On avait le streptococcus. Bon, c'était une bactérie en gros, enfin c'est pas une infection sexuellement transmissible, c'était une bactérie voilà qui causait des infections. Il fallait connaître les effets négatifs des traitements, il fallait connaître les traitements. Ah ça, ils rigolent pas avec par contre, hein. Tu connais pas les traitements, ma chérie, il y a un gros problème. Hein. Donc fallait connaître les traitements, fallait connaître tout. Et voilà. Maintenant, on va parler de mon AES. Mon AES. Bon là, on va passer à la partie 2. Hein. Franchement, c'est trop long. Si je vais faire en deux parties. Là, c'est ma partie 1. Donc, si vous voulez regarder la suite, ça va être la partie 2. Parce que franchement, ça va être super long sinon. Puis voilà, je vous fais de gros bisous. On se rejoint à la partie 2. Bisous.